Alors, bonjour, bienvenue. Je me présente. Je suis Liane Dussault, responsable au service des membres de la NRF et j'ai ma collègue Lynn qui est la directrice adjointe. Elle est avec moi. On va travailler ensemble sur la présentation de Monsieur Larouche. Donc, je voudrais tout d'abord vous remercier de votre participation parce que c'est quand même très important pour nous de vous avoir avec nous puis de vous voir. Et puis, je veux juste vous dire que les sujets que sont toujours choisis, les sujets de mes autres conférences sont toujours choisis selon vos idées, vos suggestions, puis ça, c'est toujours à partir du questionnaire. Donc, vous allez voir sur le chat, on a un lien et on vous encourage fortement de le remplir puis de nous donner vos idées pour les prochaines visioconférences. Alors, aujourd'hui, bien, on reçoit M. Laroche Étienne Laroche. Et lui, Monsieur Laroche, il est audioprothésiste depuis maintenant 21 ans et il a gradué du programme audioprothèse au Collège de Rosemont en 2002. Il a débuté sa carrière chez Groupe Forget, audioprothésiste dans une clinique de Montréal. Il s'est établi dans l'Outaouais et aujourd'hui, il est audioprothésiste partenaire au sein du groupe Forget. Monsieur Laroche donne plusieurs conférences sur l'audition à des médecins, des regroupements d'employés et des membres d'associations. Aujourd'hui, c'est à notre tour. Alors, on le remercie et merci beaucoup, Monsieur Laroche, de nous offrir cette conférence. Bien entendre, ça change tout. Donc, je vous laisse la parole et puis et commencer la conférence auprès de nos membres. Alors, si vous avez des questions, vous avez le chat. Vous pouvez écrire vos questions. À la fin, M. Laroche pourra prendre la période des questions. Vous pourrez lever la main. Et puis, voilà, on se revoit, on se reparle après la conférence de M. Laroche. À vous. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Je n'ai pas accroché le bouton mute, oui. Euh, Merci. Je vais juste partager l'écran. Je suis un petit peu maladroit avec ça, mais ça devrait aller comme ça ici. Et c'est parti, comme ça ici. Alors, euh, merci pour la présentation. Euh, Effectivement, maintenant, la 22e année qui s'achève en tant qu'audioprothésiste, ça fait déjà longtemps, mais pas si longtemps en fait, hein, comme on le dit souvent, le temps passe vite. J'ai toujours travaillé pour la même compagnie, le groupe Forget, qui a plusieurs années d'expérience maintenant. Juste un petit aperçu de l'historique de la compagnie rapidement, parce que ce n'est pas vraiment le sujet de la présentation aujourd'hui. Steve Forget a parti l'entreprise en 85. En 92, il y a eu l'ajout de ce qu'on appelle les polycliniques de l'oreille, qui en fait regroupe trois professionnels de la santé auditive, qui est l'audiologiste qui fait les tests d'audition, la spécialiste de l'audition, l'ORL qui est médecin spécialiste nez-oreille-gorge, et l'audioprothèse. Ensuite, plutôt en 92, c'était avec les ORL. En 2004, l'arrivée des audiologistes dans nos cliniques. Et par la suite, il y a eu en 2008 la fondation, qu'on ne parle pas assez selon moi, mais la fondation va venir en aide. C'est en fait les manufacturiers d'aide auditive, puis une partie de chaque aide auditive qui est vendue qui va à la fondation. Puis on vient en aide à des adultes comme des enfants qui en ont besoin, que ce soit pour évidemment des besoins pour leur santé auditive, mais ça peut être aussi des inscriptions même à des camps de jour pour malentendants, entre autres. Là. Et maintenant, on est rendu à 93 cliniques, polycliniques plutôt, et 93 cliniques et 70 polycliniques où il y a ORL et audiologistes regroupés ensemble. Ça fait donc plusieurs années qu'on est au Québec bon, encore pour longtemps, je le souhaite, faire ma carrière au complet, pourquoi pas, avec la compagnie. On est très heureux. Les services offerts, j'en ai parlé un petit peu. Donc, il y a l'ORL, il y a l'audiologie et l'audioprothèse. L'ORL, brièvement, c'est le médecin spécialiste du nez, des oreilles et de la gorge, l'otorhinolaryngologiste. Il peut y avoir participation de l'ORL
quand on rencontre certains patients parce qu'il y a certaines surdité, baisse d'audition ou perte d'audition, je devrais dire, qui peuvent être traitées. C'est qu'un petit pourcentage des pertes, mais il y a à ce moment-là des consultations en ORL qui vont avoir lieu. L'audiologiste, elle, c'est un bac à l'université. C'est vraiment la spécialiste de l'audition. Au Québec, c'est différent d'ailleurs au Canada et partout ailleurs dans le monde, en fait, parce que la profession est divisée en deux. Il y a l'audiologiste qui va faire l'évaluation des tests de l'audition, en fait, que ce soit justement l'audition, mais que ça peut être au niveau de l'acouphène, des vertiges, et elle vraiment se spécialise dans l'évaluation. Puis ensuite, il y a l'audioprothésiste qui va avoir, on a 3 ans de formation, nous, au collège, c'est une technique. Et puis nous, on se spécialise dans la programmation de l'aide auditive en fonction de l'audiogramme, des résultats qu'on va avoir reçus. On va en parler un petit peu plus tard là, des critères de ce qu'on va prendre en considération, en fait, pour choisir des appareils. La prévalence de la perte, ça m'étonne toujours, à chaque fois que je révise ma présentation, de voir ces chiffres-là. Il y a quand même 10 une personne sur 10 au Québec qui a une perte d'audition. Évidemment, on parle du tiers de la population de 65 ans et plus, la moitié de la population de 75 ans et plus. Ça ne veut pas dire que toutes les pertes sont appareillables, mais il va y avoir un degré de perte d'audition pour les gens de 65 ans et plus et 75 ans et plus va être un petit peu plus généralement, le degré va être un peu plus sévère ou avancé ou important. Comme je disais tout à l'heure, 90 des pertes d'audition ne sont pas traitables, c'est ce qu'on appelle des pertes neurosensorielles. On va en parler un petit peu plus tard également de la différence entre les deux. Seulement que 20 donc 2 personnes sur 10, je reviens à cette diapo-là de quelques instants, là, mais 2 personnes sur 10 vont profiter des aides auditives. Donc, c'est vraiment minime. Il y a beaucoup de gens qui ont des pertes d'audition appareillables et qui ne portent pas d'appareil. Petite statistique rapido qui n'a pas rapport ou qui n'est pas dans la présentation, mais ça prend en moyenne, du moins il y a quelques années, on disait que ça prenait 7 ans à quelqu'un qui sait qu'il y a une perte d'audition. Avant que cette personne-là se procure des appareils, ça prend 7 ans. Je pense que maintenant, les dernières recherches montrent 6 ans, mais ça prend très longtemps. Il y a beaucoup de temps qui s'écoule du moment où on sait qu'on a une perte, puis qu'on a besoin d'appareils, puis qu'on s'en procure. Il y a un très long laps de temps. C'est ce qu'on essaie par des formations comme aujourd'hui, puis par des rencontres même avec les spécialistes, les médecins, les audiologistes, d'aider les gens qui ont une perte d'audition à se procurer des appareils plus rapidement parce qu'il y a une conséquence, en fait, à ne pas porter d'appareil. On n'attend pas aussi longtemps pour se procurer des lunettes. C'est un peu l'analogie qu'on essaie de faire. Là. Dès qu'on sait qu'on a une perte, on devrait faire quelque chose. Rapidement, j'en ai parlé tout à l'heure. On rentre un petit peu plus dans les détails. 2 types de perte d'audition. On a une perte qu'on va appeler de conduction, qui est vraiment la mécanique de l'oreille, qui est environ 10 des pertes, et une perte neurosensorielle, qui va être 90 des gens qu'on rencontre. La perte conductive, ça peut être un simple bouchon de cérumen dans l'oreille qui fait que le son ne peut pas se rendre au tympan. Mais s'il y a un dommage au tympan ou au niveau des osselets, le marteau, l'enclume ou l'étrier, ça va bloquer le son, en fait. Donc, on parle justement d'une perte de conduction. Le son se conduit mal jusqu'à la cochlée de l'oreille interne. C'est des pertes qui peuvent être réglé ou amélioré, du moins, avec une opération. Donc, toujours via l'ORL qui va faire ces chirurgies-là pour soit, bon, que ce soit un nettoyage d'oreille, ça c'est assez simple. Même certaines infirmières peuvent le faire, le médecin de famille, moins. On va parler plus d'infirmières ou d'ORL. Si c'est une perforation au niveau du tympan, il peut y avoir chirurgie. Si c'est au niveau on appelle ça de l'autosclérose, la calcification des osselets, bien, les osselets peuvent même se faire remplacer. Les osselets, en passant, c'est les 3 petits os, les trois plus petits os de votre corps qui sont gros comme des grains de riz. Et ça se remplace.
Euh, Après ça, quand on parle de perte neurosensorielle, là, c'est vraiment le vieillissement normal de l'oreille interne, en fait. Ça peut être une exposition au bruit, donc des surdités professionnelles. Ça peut être des médicaments autotoxiques, des médicaments qui vont créer une perte d'audition, donc qui attaquent l'oreille interne. Et c'est malheureusement pas opérable. La cochlée, qu'on voit, l'espèce de petit colimaçon à l'écran, c'est là-dedans que, à vrai dire, je dis la magie se passe un peu. Donc, c'est des petits poils, des cellules ciliées qu'on appelle qui sont poussées par le son qui entre dans, dans le tympan qui frappe les osselets et qui fait vibrer un liquide dans la cochlée. Et c'est ces petits poils-là qui vont s'user avec le temps ou avec l'exposition au bruit ou qui vont s'abîmer avec certaines médications. Et ces petits poils-là dans la cochlée, j'aime bien utiliser mon petit crayon. Là, on a tous déjà vu des petits crayons comme ça, mais le bout du crayon ici, c'est la grosseur à peu près de la cochlée dans l'oreille interne. Et là-dedans, il y a de 15 à 20 000 petits poils. Et de là, la raison que ce n'est pas opérable, on ne peut pas ouvrir la cochlée pour aller réparer ces poils-là. Les recherches en ce moment travaillent plus sur des façons d'aider le corps à régénérer ces poils-là. Je mets ça de côté 2 secondes parce qu'on ce n'est pas la raison de notre présentation aujourd'hui, mais ce n'est pas opérable, donc là, on va parler d'appareil. Je l'ai mentionné un tout petit peu, c'est les causes les plus fréquentes au niveau de la perte neurosensorielle. Les médicaments autotoxiques, ça peut être aussi au niveau des fois de traitement de chimio. Il y a certains médicaments qu'on donne ou de chimiothérapie qui peuvent abîmer aussi l'audition. La majorité des gens qu'on rencontre, c'est vraiment une presbyacousie qu'on appelle, donc un vieillissement normal de l'oreille interne, donc de l'usure tout simplement, un peu comme la presbytie. C'est les petits poils qui s'usent à force d'être stimulés pendant 50, 60, 70, 80 ans. Les petits poils vont perdre de la sensibilité, de là la perte d'audition. Les signes, on les connaît tous un petit peu. On va entendre, on va dire que les gens marmonnent, les enfants articulent pas, parlent trop vite. On va répondre quelque chose qui est complètement hors contexte de la conversation parce que la majorité des pertes vont être aussi dans les sons clairs que ça se présente. Puis là, on va entendre les gens parler, donc les sons graves rentrent assez bien encore, mais il manque toute cette clarté-là, cette définition-là aux mots. Donc, on va entendre les mots, mais on les comprend plus bien ou moins bien. Puis ça, c'est testé en cabine avec l'audiologiste. Puis, évidemment, quand on arrive dans la vraie vie, avec un groupe ou du bruit de fond, une voiture, un restaurant, là, c'est juste encore plus difficile parce que dans ces environnements-là, naturellement, c'est plus difficile même si on a une bonne audition. Ensuite, on parle de dépistage ou de perte d'audition. C'est deux choses différentes. Je vais juste revenir encore à la diapo si elle peut ne pas changer automatiquement. Le test d'audition, c'est vraiment un test qui est complet, qui est fait par l'audiologiste, tandis que le dépistage, c'est un test que nous, on va faire. Bon, là, désolé, il y a un petit délai sur ce que j'ai cliqué. Le dépistage, en fait, ça va être un test d'audition rapide que nous, audioprothésistes, on va faire en bureau. On va tester 4-5 fréquences de chaque côté pour voir, en fait, par rapport à la normale où la personne se situe avant de les envoyer faire un test complet en audiologie au privé ou à l'hôpital. Le dépistage, en fait, c'est un service qui est gratuit, qui va prendre on va prendre peut-être une demi-heure ensemble pour discuter puis faire le petit test, puis voir est-ce que ça vaut la peine d'enclencher toutes ces démarches-là au niveau de l'audiologie. Est-ce qu'il y a recommandation d'appareils futurs qui pourraient venir de ça? Donc, c'est le test rapidement qu'on va faire, qu'on appelle le dépistage. Le test, l'évaluation audiologique complète, je m'excuse, mais mon petit bouton, quand j'essaie de faire avancer les diapos, a l'air à fonctionner à retardement. Le test d'audition complet, lui, c'est l'audiologiste ou c'est l'audiologiste qui va le faire. Ça se passe en cabine et c'est un test qui va durer à peu près 3/4 d'heure, 1 heure. Donc, c'est beaucoup plus long, c'est le test complet. On va tester plusieurs aspects de l'audition,
pas juste la portion entendre, mais la portion comprendre. Il y a des réflexes qu'on va aller tester dans l'oreille, la pression dans l'oreille, donc si le tympan bouge bien. C'est des choses que l'audiologiste va tester également. Donc, c'est un test qui vraiment qui donne une image complète de la santé auditive. Puis qu'on va recommander, on recommande dans le coin de 50 ans, 55 ans d'en faire un. Puis après ça, d'en faire un à tous les 2, 3 ans ou plus rapidement si on sent qu'il y a un changement à l'audition. Quand c'est fait à l'hôpital, nous, on peut faire la requête et quand c'est fait au privé, ben, les gens peuvent simplement appeler pour prendre rendez-vous, pas besoin de référence à ce moment-là. Canada Vie, petite parenthèse, couvre maintenant pour les tests d'audition. On en reparle un petit peu plus loin. Les acouphènes, souvent beaucoup de questions là-dessus. Si vous en avez, on va avoir amplement de temps à la fin de la présentation pour en parler. Un acouphène, c'est un son que vous entendez qui n'est pas dans votre environnement. Donc, en 20 ans, je pense que je les ai toutes entendus, là, une cigale, un sifflement, une porte de garage, un bruit de fond, une chorale, on dirait des gens qui parlent en arrière-plan. Si vous entendez un son qu'il n'y a pas dans votre environnement, c'est ce qu'on appelle un acouphène. Un acouphène, c'est un symptôme de quelque chose. Donc, c'est très important. Puis souvent, la diapo, encore là, va changer probablement trop vite. Et voilà. Je reviens à ça, mais j'en parle un petit peu plus. La fièvre, ce que ça disait, c'est que la fièvre est un symptôme d'une infection ou d'un problème quelconque au niveau de notre santé. L'acouphène devrait être perçu c'est ça, perçu de la même façon. Quand on a un acouphène, si on a un acouphène, encore là, il faut démêler, permanent et occasionnel, c'est différent. Tout le monde a des acouphènes occasionnels. La majorité des gens ont déjà eu les oreilles qui bloquent, ça scelle quelques secondes, ça disparaît. Santé normale, l'oreille fonctionne normalement, c'est pas anormal et c'est correct. Si on a un acouphène qui est constant, permanent, c'est là où on devrait consulter. Ce n'est pas normal. Il faut faire, première chose à faire, un test d'audition. Puis ensuite, l'audiologiste pourra référer à la bonne personne pour voir s'il y a traitement médical à l'ORL, médecin de famille, des exercices au niveau de dysfonction tubaire, donc réhabiliter la trompe d'Eustache, qui est supposée d'équilibrer les pressions. Il y a plein de choses que l'audiologiste peut mentionner, là, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que si on a un acouphène qui est permanent, il faut consulter. La prévalence de l'acouphène est assez importante. On va dire par contre que 10 à 15 des adultes vont avoir un acouphène. 80 des gens qui ont une perte d'audition vont avoir un acouphène. Donc, c'est les cellules qui sont abîmées dans l'oreille interne qui peuvent causer l'acouphène. Très peu vont être sévères dans le sens où ça dérange, c'est à ce point irritable que ça va affecter l'humeur, le sommeil, ces choses-là. Donc, heureusement, c'est pas tout le monde qui... La majorité des gens, je devrais le dire à l'inverse, de façon plus positive, la majorité des gens vont apprendre à vivre avec cet acouphène-là, puis vont avoir des stratégies pour le masquer. Les aides auditives, évidemment, quand on a une perte d'audition, si l'acouphène est relié à une perte d'audition, mais les aides auditives vont avoir un effet masquant aussi au niveau de l'acouphène. Donc, quand on porte les appareils, souvent l'acouphène disparaît, ni plus ni moins, on ne l'entend plus parce que les bruits de l'environnement reviennent. Mais c'est la première étape là, avant de parler de masqueur d'acouphène ou ces choses-là. Donc, c'est assez à voir, c'est à discuter. Puis, c'est de voir également ce qui peut en être la cause. On le mentionnait, la majorité des gens, beaucoup de gens qui ont une perte d'audition, du moins, vont avoir des acouphènes, mais ça peut être aussi relié à un problème de santé qui, à ce moment-là, l'audiologiste pourra référer au bon médecin si c'est le cas. Mais il y a certains médicaments qui peuvent créer des acouphènes, certains mélanges de médicaments. J'ai déjà eu des gens qui avaient eu des accidents de voiture, il y avait des tensions au niveau du cou, ça créait un acouphène, le terme médical m'échappe, mais quand on serre des dents la nuit, ça peut créer des tensions au niveau des muscles, au niveau de l'articulation temporomandibulaire, l'ATM,
l'articulation qu'on a juste ici, puis c'est tellement près de l'oreille ça peut avoir des effets aussi au niveau de la création d'acouphènes. Tout ça, si on passe par l'audiologiste, c'est des choses qu'elle peut, elle peut vous aider à découvrir en fait d'où vient la cause, puis référer même en physio, parce qu'il y a des physiothérapeutes qui se spécialisent dans l'ATM, l'articulation temporomandibulaire. Et voilà, j'avais oublié qu'on avait cette diapo-là, mais on en parle justement là. Évidemment, bon, les infections, si on a une infection dans l'oreille, des otites externes, otites de l'oreille moyenne, bon, on peut avoir des acouphènes. Le diabète, tout ce qui affecte le sang, en fait, la haute pression, basse pression, peuvent faire varier l'acouphène. Alimentation, alcool, la cigarette, ces choses-là aussi, pour certains, vont avoir une influence sur l'intensité, surtout de l'acouphène. Donc, des gens qui m'ont déjà mentionné qu'après avoir, je dis n'importe quoi, mangé un mets épicé le lendemain, l'acouphène était plus important. Mais ça peut être aussi au niveau du stress, la fatigue, l'anxiété, tout ça va faire augmenter également l'acouphène. Donc, c'est très sensible à votre état physique. Ça peut créer beaucoup de problèmes, l'acouphène. La majorité, heureusement, des gens vivent bien avec l'acouphène, mais ça peut avoir des effets assez importants pour certains sur leur qualité de vie. Encore une fois, désolé, voilà. Mon ordinateur semble un petit peu fonctionner à retardement. Donc, la première personne à rencontrer, je dirais, pour l'évaluation de l'acouphène, va être, nous, on va toujours être en dernier au niveau de l'audioprothèse, mais va être l'audiologiste pour faire l'évaluation de l'audition en partant, pour voir si c'est relié à un problème d'audition, de pression ou au niveau de la mécanique de l'oreille. Mais après ça, l'audiologiste peut référer en ORL. Donc, je reviens un peu en arrière parce que la diapo, en fait, on devrait inverser un peu ça. Souvent, les médecins, on voyait dans le passé, les gens en parlaient à leur médecin de famille, le médecin de famille référait à l'ORL, mais avant même maintenant de voir l'ORL, les, 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 les rendez-vous vont être dirigés vers l'audiologiste. Parce que l'ORL va demander un test d'audition avant de rencontrer quelqu'un pour une première consultation pour des problèmes d'acouphène. Donc, ça devrait être l'audiologiste en premier. Puis après ça, si l'audiologiste voit que c'est au niveau de la mécanique de l'oreille, l'ORL peut intervenir pour différentes situations ou aider à régler le problème ou à améliorer la situation si c'est un problème d'oreille externe, moyenne, etc. Par la suite, c'est l'audioprothèse. S'il y a une perte d'audition et il y a un acouphène, en fait, souvent les gens vont consulter pour la perte d'audition, vont parler de l'acouphène en même temps à l'audiologiste, mais les appareils, évidemment, peuvent aider beaucoup au niveau du masquage de l'acouphène en même temps. On tombe un peu plus dans le vif du sujet, les aides auditives comme telles. Il y a plusieurs appareils qui existent sur le marché. Grosso modo, on parle d'idéalement, quand on parle de correction au niveau de l'audition, comme on rencontre la majorité des gens qu'on rencontre, c'est des pertes neurosensorielles, c'est beaucoup de presbyacousie, comme je mentionnais, ou de surdité professionnelle. Les deux oreilles vont avoir une perte d'audition semblable, donc on va dire symétrique. S'il y a une asymétrie légère, c'est pas problématique. C'est comme un œil qui n'est pas tout à fait comme l'autre œil au niveau de la perte. Si c'est plus important, souvent on va repasser par l'ORL pour voir qu'est-ce qu'il y en est là, de l'asymétrie avant de passer aux aides auditives. Mais ce qu'on veut évidemment, idéalement, c'est corriger, si possible, les deux oreilles pour que le cerveau retrouve ce qu'on appelle la stéréophonie. Petit cours encore là de audition 101, là, vos oreilles doivent être vues ou faut comprendre que les oreilles, en fait, ce n'est que des capteurs et les oreilles vont ramasser l'information de l'environnement et ensuite l'information est apportée au cerveau et c'est le cerveau qui fait tout le travail. Mais pour que le cerveau fasse son travail, le cerveau doit entendre des deux oreilles égales. Malheureusement, la Régie de l'assurance maladie au Québec ne semble pas avoir compris cet aspect-là, donc vont payer souvent un appareil
à vrai dire, le programme de base, c'est un appareil pour tout le monde. Si on travaille, on est aux études ou aveugle, la régie va défrayer pour deux, mais une personne retraitée n'aura qu'un seul appareil de payer par la régie, même si le cerveau, le système auditif fonctionne avec deux oreilles. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille à essayer de sensibiliser la RAMQ et les professionnels de la santé aussi à parler toujours de deux appareils si la perte est de chaque côté. Parce qu'en fait, le 3 là à l'écran, c'est pour les trois bénéfices d'entendre des deux oreilles. Localiser les sons, la première chose, si on veut trouver d'où les sons viennent, on prend ça pour acquis, mais ça prend deux oreilles et ça prend deux oreilles qui entendent égal. Si on n'entend que d'une seule oreille, puis on n'appareille pas l'autre oreille qui a une perte similaire, peu importe, le son qui arrive au cerveau n'est pas égal. On ne peut plus localiser les sons. Les sons vont toujours provenir du côté de la meilleure oreille. Donc, c'est un aspect qu'on va perdre. La compréhension de la parole dans le bruit, c'est le commentaire ou la plainte principale de la majorité des gens qui ont une perte d'audition, donc de la difficulté à comprendre dès qu'il y a du bruit ambiant ou plusieurs personnes qui parlent ensemble. Et cette compréhension-là est possible seulement que si vous entendez égal des deux oreilles stéréo. Donc, votre cerveau peut se concentrer sur une voix à travers d'autres voix ou à travers d'autres bruits, seulement si le cerveau entend égal des deux oreilles. Si le cerveau n'entend pas égal, le cerveau ne peut pas comparer les deux sons et ne peut pas faire ressortir la voix qu'on veut aller chercher dans cet environnement-là ou ce groupe-là. Donc, ça, c'est super important à comprendre parce que si on a un seul appareil puis on s'attend d'avoir des bénéfices dans un groupe, ben, on va être déçu parce que le cerveau ne peut pas faire ce travail-là. Et la troisième, très importante, c'est ce qu'on appelle la privation sensorielle. La privation sensorielle, c'est en anglais, la majorité d'entre vous, et vous êtes sûrement à l'aise en anglais ou bilingue, là, on dit if you don't use it, you lose it. Si on ne le stimule pas, on le perd. Et c'est le cas au niveau de l'audition. Tantôt, j'ai brièvement mentionné qu'il y a une conséquence à ne pas porter d'appareil si on a une perte. Et la conséquence, en fait, c'est que si on ne stimule pas les oreilles, il y a des ondes dans le cerveau qui sont moins stimulées, qui peuvent être moins stimulées pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, avant que les gens viennent en bureau et disent, ben là, ça n'a plus d'allure, il faut que j'aille des appareils. Mais ce qui arrive, c'est que la portion entendre, la perte de sensibilité au niveau des oreilles, ça, on peut la corriger avec des aides auditives, mais avec le temps, si le cerveau n'est pas stimulé, le cerveau va perdre de la capacité à comprendre les mots. Et ça ne se corrige plus. Une fois que le cerveau a commencé à perdre la capacité à comprendre les mots, s'il nous reste 90 de compréhension de la parole, 60 de compréhension de la parole ou 30 de compréhension de la parole, on ne peut pas s'attendre d'avoir les mêmes rendements avec les appareils parce que les aides auditives, en fait, vont aider les oreilles à entendre. Mais si le cerveau a perdu de la capacité à comprendre, bien, on travaille avec ce qui reste au niveau du cerveau. Si c'est 30 c'est malheureusement seulement 30 de clarté de la parole qu'on va aller chercher avec les appareils. Je ne pense pas qu'on l'a dans la diapo, mais les recherches, c'est des vieilles recherches de 93, disaient que si on ne stimule pas les oreilles, il y a en moyenne, évidemment, ce n'est pas pour tout le monde, mais en moyenne, 17 de compréhension de la parole qu'on va perdre aux 5 ans, versus si on stimule les oreilles, 1 à tous les 5 ans. Donc, il y a une grosse différence là. Et c'est le but, en fait, de toujours stimuler les deux oreilles si possible. Et voilà, c'est ce que je viens de mentionner. Évidemment, le but des appareils, il y en a plusieurs. Ultimement, c'est de stimuler le cerveau pour qu'ensuite les gens aient le goût de se stimuler socialement au niveau de leur environnement, d'avoir ces sons-là qui reviennent. C'est de restaurer, en fait, la communication. Les gens, il y en a certains qu'on va rencontrer qui me disent ben, moi, je veux entendre les oiseaux. Je les ai perdus, je veux les réentendre. C'est rare que les gens disent ben, moi, je veux entendre mon frigo se mettre en marche, mais ça fait partie de la vie d'entendre ça, d'entendre l'eau couler, d'entendre la voiture passer dans le chemin. C'est des sons que les gens perdent avec une perte d'audition progressivement sur 5, 10, 15 ans. Mais ultimement, ce qu'on veut, c'est pour ça que les gens vont finalement venir nous rencontrer, c'est quand au niveau de leur vie sociale, ça les affecte. C'est là où on va rencontrer les gens, puis
on va améliorer cet aspect-là, mais il y a un paquet de sons aussi en même temps qui reviennent dans la vie des gens. Il y a un aspect de sécurité, définitivement. Si on marche dans la rue comme cette dame, ben, on veut réentendre les sons qui se passent autour de nous, que ce soit le système d'alarme, la porte, quelqu'un qui sonne à la porte, le téléphone. Et idéalement, dans ces situations-là, comme exemple qu'on a à l'écran, ce serait important d'entendre des deux oreilles pour pouvoir savoir de quel côté les voitures s'en viennent. Donc, il y a un aspect de sécurité. Il y a un aspect aussi de développement scolaire. C'est très important pour les enfants de bien entendre. Donc, c'est sûr que les enfants, on va les appareiller si possible, si la perte le permet, aux deux oreilles. Mais ce qu'on veut, c'est stimuler au maximum le cerveau pour pas qu'il pour pas qu'il y ait de retard, en fait, d'accumuler au niveau scolaire. Puis à la base aussi, au niveau du développement du langage, on peut appareiller des enfants aussi jeunes que 3 mois. C'est la majorité viennent du CHIO dans notre région ici en Outaouais, mais on peut avoir aussi des enfants qui ont été vus à Sainte-Justine qui habitent en Outaouais. Donc aussi jeunes que 3 mois, et ce qu'on veut en fait, c'est vraiment les stimuler au maximum au niveau sonore pour que le développement du langage se fasse normalement ou le plus normalement possible. On prend ça pour acquis, en fait, mais on apprend à parler en répétant ce qu'on entend. Donc, si on n'entend pas bien papa ou maman parler, on ne pourra pas bien reproduire ces sons-là. Donc, on ne développera pas autant de phonèmes au niveau des sons qu'on va produire au niveau de notre bouche, la langue et la gorge, en fait, là, tout participe. Puis on va le remarquer aussi pour certaines surdités importantes, des gens qui sont nés avec une surdité ou au niveau de la prononciation, les hautes fréquences qu'on appelle les fricatives, les S, les T, les B, les T, vont simplement être absents quand ils parlent. On entend, ça sonne un petit peu nasillard comme mot. Puis c'est qu'il a manqué en fait, de stimulation au niveau de certaines fréquences quand ces gens-là ont appris à parler. Fait que ça, c'est assez majeur, là, c'est la base là, du développement du langage. Une chose à prendre, les critères en fait qu'on va utiliser pour choisir les appareils. À la base, bien évidemment, un audiogramme, ça prend ça pour une première rencontre avec nous. Il faut savoir d'où on part, il faut savoir est-ce que c'est une surdité légère, une surdité plus importante, une surdité profonde, est-ce que c'est dans les sons graves, dans les sons clairs. C'est la première chose, nous autres, qu'on va souvent avoir au dossier avant même qu'on vous rencontre en personne. Souvent, il y a un audiogramme qui va avoir été mis au dossier, puis on va pouvoir voir l'audiogramme. Puis déjà, nous, ça va nous donner une idée de ce qu'il peut bien faire comme aide auditive avec une perte comme ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres aspects qu'on va considérer. La dextérité, c'est majeur. Une aide auditive, si on va voir les modèles tout à l'heure, mais si on va avec des modèles très petits, minuscules même, qui s'enfoncent tout au fond de l'oreille, mais on n'est pas capable de les manipuler, de les changer la batterie, de les nettoyer, ben, ça va être frustrant comme situation, puis c'est souvent des rejets ou des appareils qui vont être mis de côté. Donc, une chose qu'on va faire quand on rencontre les gens, des fois, on pose la question ouvertement s'il y a du tremblement, s'il y a de l'engourdissement au niveau des doigts, de l'arthrite, mais juste à parler avec les gens, souvent, on va remarquer ces choses-là. Puis, on va pouvoir nous orienter nos recommandations par la suite selon ce on va voir dans les premières rencontres. L'oreille, évidemment, l'anatomie de l'oreille peut changer. C'est comme un nez, un visage. Les oreilles sont complètement différentes d'une personne à l'autre. La forme de l'oreille, la courbure dans les oreilles, la production de cérumen, donc de la cire dans les oreilles, tout ça va faire en sorte qu'il y a certains appareils, des modèles d'appareils qui peuvent mieux faire que d'autres. Si on a des gens aussi qui ont eu des historiques de chirurgie, s'ils ont encore une perforation au niveau du tympan, des oreilles qui coulent, peu importe, c'est toutes des choses à prendre en considération aussi dans le choix de l'appareillage. Puis c'est des recommandations qu'on va pouvoir émettre.
souvent, les gens, on a mis de belles fleurs parce que souvent, les gens, au niveau de leurs premiers critères, vont penser à l'esthétisme, qui, oui, je crois peut être considéré. Ça ne devrait pas, selon moi, être le premier critère. Puis le premier, je ne pense pas qu'on l'a même mis à travers la diapo, mais devrait être le confort. Euh, une paire de lunettes pas confortable, c'est pas porté. Une paire des aides auditives pas confortables, même si c'est la meilleure, ce ne sera pas porté. Donc, le premier critère, selon moi, devrait être le confort, mais l'esthétisme aussi, avec tous les modèles qui existent aujourd'hui, ben, c'est quelque chose qui est assez facile à avoir en même temps. Il y a des modèles d'appareils très discrets. Évidemment, avec un cheveu plus long, plus court, ben, ça peut aider à camoufler aussi les aides auditives si on ne veut pas qu'elles paraissent. Le côté financier aussi, la diapo a passé rapidement, mais c'est définitivement quelque chose à considérer, peu importe ce qu'on va faire comme achat, que ce soit pour une télévision, une voiture, une paire de souliers, des aides auditives aussi, ben, il y a un aspect financier à considérer. On n'a pas tous le même budget. Puis c'est des choses qu'on va discuter en bureau parce que c'est un critère qui est inévitable à considérer parce que des aides auditives, c'est pas donné, c'est un investissement pour une qualité de vie. Il faut voir ça sur plusieurs années, évidemment, comme investissement, mais c'est un des trucs à discuter. Quand on vous rencontre, évidemment, ben, je pense que la première chose je dirais, pour vous à considérer, c'est l'approche de la personne que vous allez rencontrer. Euh, Quand on fait affaire avec un audioprothésiste ou une audioprothésiste, c'est généralement quelqu'un que vous allez rencontrer, vous allez voir ou suivre pendant plusieurs années. Le lien de confiance, c'est important parce qu'on va vous recommander des choses, on va vous appuyer dans certains entraînements à faire au niveau de la stimulation, puis le fait de l'entraînement auditif qu'il y a à faire en portant des appareils. Puis, si la personne que vous rencontrez, pour une raison quelconque, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais il n'y a pas ce lien de confiance-là, moi, j'invite les gens, et ça m'est déjà arrivé de dire, ben, je crois que si vous n'êtes pas à l'aise avec ce que moi je vous propose, consultez ailleurs, allez voir ma collègue, allez voir un autre bureau, en fait, parce qu'il faut avoir confiance. On n'a pas toujours ce choix-là avec nos médecins, mais avec l'optométriste ou le physiothérapeute qu'on a ou l'audioprothésiste dans notre situation, ben, moi, je trouve que c'est majeur parce qu'il faut avoir confiance. On est là pour vous donner beaucoup d'informations sur toutes les technologies qui existent. On doit, nous, se maintenir à jour aussi avec des formations sur les dernières générations d'appareils, ces choses-là. Mais c'est important d'avoir confiance en ce qu'on va vous recommander comme étant, selon nous, la meilleure solution avec ce qu'on aura tout pris en compte. Là. Je pense que ça, c'est majeur. Comme j'ai tout mentionné ça tout à l'heure, c'est vraiment toutes les choses qui sont à considérer quand on choisit des appareils. C'est beaucoup de trucs que nous, on va évaluer, que vous n'avez pas nécessairement comme en tête quand vous venez nous rencontrer la première fois. Mais c'est assez important parce que les aides auditives, c'est des instruments idéalement, on voudrait que les gens portent toute la journée parce qu'il n'y a pas de bon moment de ne pas entendre, mais c'est quelque chose qui peut être porté 10, 12, 15, 16 heures par jour pendant des années. Donc, il y a plein de paramètres à évaluer pour qu'on choisisse le meilleur produit. Euh, Justement, dans les appareils, il y en existe beaucoup, 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 beaucoup. Des variations dans certains produits d'une compagnie à l'autre, d'une oreille à l'autre. En fait, les 6 modèles les plus fréquents, c'est ceux que je vais vous présenter, mais évidemment, il existe des variations. Le contour standard, c'est ce qui existait il y a 75 ans. Ça a beaucoup évolué. Ça demeure les appareils les plus puissants.
Donc, souvent, quand on va aller avec un modèle d'appareil comme ça, un contour standard, c'est parce que la perte, elle est importante, elle est sévère, un degré sévère ou profond. Ça peut être une raison. L'autre raison, ça peut être aussi au niveau de la production de cérumen dans l'oreille ou si la personne a des écoulements dans l'oreille, perforation tympanique, ces choses-là. C'est un appareil qui va être très fiable parce que la pièce dans l'oreille, comme on peut le voir à l'écran, c'est que du plastique, donc il n'y a pas de danger de briser quoi que ce soit. Ça reste les appareils les plus robustes aussi, donc parce que l'électronique va tout être cachée en arrière de l'oreille. Il n'y aura pas d'électronique dans l'oreille, donc pas d'humidité qui peut, après quelques années, abîmer quoi que ce soit au niveau des connexions ou de faire des faux contacts au niveau de l'électronique. Moins esthétique, par contre, définitivement. Si on veut plus d'esthétisme ou de légèreté dans l'oreille aussi en même temps, de confort, les mini-contours d'oreille, c'est un choix qui, en ce moment, est très populaire. Là. Ça a sorti il y a peut-être 15 ans, des appareils comme ça. Puis, initialement, 80 des appareils qu'on faisait, c'était des appareils intra-auriculaires, donc qui rentraient dans l'oreille. On va les voir, c'est les modèles suivants. Quand ça s'est sorti, ces appareils-là, tout le marché a changé. 80 des appareils qu'on fait maintenant, c'est des contours comme ça. Les petits contours d'oreille, on appelle ça des mini-contours d'oreille à embout ouvert parce que justement, au niveau de la légèreté dans l'oreille, la pièce qu'il y a dans l'oreille, c'est beaucoup plus petit. C'est plus, donc, je vais dire, transparent au niveau de la sensation dans l'oreille. On le sent beaucoup moins, c'est moins présent. Et ça donne quand même beaucoup de rendement. Il y a beaucoup de technologies qu'on peut aller mettre là-dedans, rechargeables et connectivité qu'on va voir dans quelques instants. Je dirais le modèle à peu près le moins populaire, l'intra-auriculaire, la pleine côte qu'on appelle. Ma seule recommandation, le seul moment où je vais recommander ces appareils-là, à vrai dire, c'est vraiment pour des problèmes de dextérité ou des problèmes de basse vision. C'est un appareil qui va être quand même très facile ou le plus facile à manipuler parce qu'il est gros. On met le côté esthétique de côté, évidemment. Donc, on veut un appareil dans ce cas-là qui va être facile à manipuler, tant au niveau de l'insertion pour placer l'appareil dans l'oreille ou au niveau de la manipulation de la batterie. C'est des appareils maintenant qu'on peut même avoir dans l'oreille rechargeable. Donc, pour certaines caractéristiques d'oreille ou de basse vision ou de tremblement, ou c'est des appareils qui vont être quand même qu'on fait à l'occasion. Ce n'est pas par contre le premier choix qu'on va avoir en faisant l'appareil. Le demi-conque, déjà un peu plus populaire, ça prend la moitié de l'oreille, le nom le dit. Donc, c'est toute la portion de l'hélix, la portion qui vient dans la pointe en haut qu'on n'aura pas. Donc, l'appareil a comme été coupé et on va utiliser la portion du bas du conduit pour placer l'électronique. La péritympanique, donc, c'était il y a peut-être 10 ans la plus petite appareil. Donc, on la voit à peine à l'entrée du conduit. On voit le petit fil qui permet de tirer dessus pour l'enlever. Ce n'est pas une antenne. C'est pas fait pour capter quoi que ce soit. C'est vraiment juste une petite tige pour tirer dessus pour l'enlever. Et elle utilise des piles très petites, des piles 10 qu'on appelle. Et c'est là où, quand on est rendu à discuter d'appareils comme ça, ben, c'est des choses à considérer, la durée de vie de la pile et la manipulation, donc la dextérité des gens, parce que c'est des appareils très petits. Donc, si on a un tremblement ou on a des engourdissements au niveau des doigts, de l'arthrite, c'est peut-être pas le meilleur modèle parce que ça peut devenir, quoique très esthétique, ça peut devenir un peu frustrant au niveau de la manipulation ou même l'entretien. Même chose pour la IIC. IIC, on a gardé le nom anglais, mais c'est invisible dans le canal, Invisible in the Canal, donc IIC. C'est la même que la péritympanique, la précédente, sauf que l'électronique, il y a à peu près ça, 10 ans, là, les compagnies ont réussi à miniaturiser encore plus l'appareil, l'électronique, donc on est capable d'aller l'enfoncer un petit peu plus creux dans l'oreille. Donc, on gagne au niveau de l'esthétisme. Même limitation au niveau de la dextérité, entretien, manipulation de la pile. C'est une pile qui en passant, là, va durer entre 3 et 5 jours si on la porte toute la journée. Donc, de là, le besoin d'avoir une bonne dextérité parce que changer une batterie à tous les 3 à 5 jours, ça revient vite. Là. Dans une année, on va en changer beaucoup de batteries. Donc, il faut être à l'aise à le faire. Il ne faut pas que ce soit un élément frustrant à chaque fois. Au niveau des technologies, encore là, ça c'est constante évolution.
Ce qui existait quand j'ai sorti du collège en 2002 et ce qui existe maintenant, c'est pas le jour et la nuit, là, mais il y a eu des grands sauts. C'est beaucoup plus intéressant au niveau de la performance qu'on peut avoir. Donc, rapidement, le schéma, ce que ça dit, c'est que le son va rentrer dans un micro. Le son va être traité par un ordinateur à l'intérieur et c'est l'ordinateur, en fait, qui fait toute la différence au niveau du traitement du son. Il y a 4 niveaux d'ordinateur qu'on peut avoir ou de performance dans le bruit qu'on peut avoir. Et tout est en fonction de l'ordinateur qu'on choisit de mettre à l'intérieur. Ça n'a aucun lien avec le modèle. Donc, souvent, moins dernièrement, mais il y a plusieurs années, les gens arrivaient dans le bureau en disant ah, la petite qu'on met tout au fond de l'oreille, ça, c'est la meilleure. Ça n'a pas rapport. L'ordinateur, si on prend le meilleur ordinateur qui existe sur le marché, peut être mis dans cette petite appareil-là qui va au fond de l'oreille ou dans le gros contour pour les pertes profondes. C'est le même ordinateur, donc ça va être le même rendement. Donc, il faut choisir 2 choses quand on choisit des appareils, la forme, puis l'ordinateur qu'on met dedans. C'est vraiment 2 choses séparées à ne pas confondre. Donc, une fois que le son va être traité dans l'ordinateur, le son va repasser par un écouteur ou un haut-parleur pour aller ensuite dans l'oreille. Beaucoup de technologies qui existent maintenant. J'en prends quelques-unes pour vous mentionner ce que ça peut faire maintenant. Mais évidemment, les micros sur les appareils peuvent être programmés de différentes façons. On peut avoir des appareils qu'on va dire omnidirectionnels qui vont ramasser vraiment tout ce qui se passe autour de la personne, un peu comme une oreille normale qui pointe légèrement par en avant. Donc, on va avoir une certaine atténuation en arrière, mais on entend quand même ce qui se passe en arrière et en avant de nous. Mais on peut aller même avec des appareils dernièrement, c'est quand même une diapo qui va avoir 8 ans, ces appareils-là, mais je trouvais l'image superbe parce que les appareils où on est rendu maintenant, on peut avoir des microphones directionnels dans les appareils qui peuvent aller se diriger vers les voix dominantes dans l'environnement. Donc, la personne au centre qui porte les appareils peut, si elle a les plus récentes technologies, les appareils vont pouvoir aller chercher les 4 voix les plus près d'elle qui ont priorité, puis ensuite aller atténuer les bruits de fond autour, puis pondérer vraiment l'environnement pour que les gens autour soient dominants dans ce qui est envoyé dans l'oreille. Tout ça, en fait, toujours pour aider les gens à mieux comprendre la parole quand il y a du bruit. C'est toujours le but. C'est souvent ça un peu comme ça que je résume quand on rencontre les gens en bureau. Puis les gens vont dire, qu'est-ce qu'on gagne si on va dans un appareil plus performante, évidemment plus dispendieuse? C'est de la performance dans le bruit. Donc, ça va être à évaluer aussi au niveau des besoins de chacun, le style de vie de chacun, les activités de chacun. C'est comme ça qu'on va dire, vous avez une vie très active, peut-être qu'un appareil plus performant serait mieux, une vie plus sédentaire à la maison, moins d'activités sociales, etc. Des appareils de base intermédiaires peuvent bien faire le travail. C'est comme ça qu'on va diriger un peu la technologie qu'on a de besoin. La connectivité est pas mal dans tous les appareils maintenant, à part les petits là, qui s'enfoncent au fond de l'oreille. On n'aura pas de Bluetooth disponible. Mais dès qu'on va dans un modèle plus autre que les toutes petites, là, la connectivité est là maintenant. C'est pas mal standard dans tous les appareils. Donc, on peut se connecter, que ce soit la télé, un portable, une tablette, un cellulaire, le GPS de la voiture qu'on a moins maintenant parce que c'est souvent dans la voiture. Mais donc, on va utiliser cette technologie-là, en fait, pour diffuser le son qu'on veut entendre, que ce soit de la télé, par exemple, directement dans les appareils. Donc, à ce moment-là, on va gagner en qualité sonore, en clarté aussi au niveau de la prononciation, de la compréhension de la parole. L'aspect rechargeable aussi, on avait une formation la semaine dernière qui disait quelque chose comme 65% des appareils maintenant vendus au Canada étaient des appareils rechargeables. Là, on voit des modèles contours. Maintenant, ça se fait aussi dans l'oreille rechargeable. C'est un peu comme les voitures, en fait. On veut utiliser moins de batterie, on veut moins avoir des batteries partout dans la bourse, dans la voiture, etc. L'aspect rechargeable va un peu régler ce tracas-là parce que l'appareil va recharger pendant la nuit. Puis ensuite, on va avoir au minimum un 16 heures d'autonomie au niveau de la pile. Il y a des appareils qui peuvent même durer jusqu'à 30 heures.
Donc, même si on voyage en avion, on va en Europe, peu importe, on n'aura pas de crainte de perdre ou de manquer de batterie. Donc, l'aspect rechargeable, c'est vraiment un peu comme une tranquillité d'esprit, je devrais dire. Donc, on n'a plus à s'assurer d'avoir toujours des piles, puis où la pile peut mourir un peu n'importe quand si on est en spectacle ou on va voir au théâtre ou entre amis, un 5 à 7, peu importe, ben, il n'y a pas de crainte que l'appareil meure soudainement parce que la pile est finie. Quand on est rechargeable, ça va durer toute la journée, puis c'est simple comme ça. Mais ça finit au niveau des technologies, mais il y en a plein d'autres, puis j'adore mon domaine, je pourrais vous en parler longtemps, mais rapidement, là, on peut avoir des appareils qui réduisent le bruit. Évidemment, le bruit d'impact, donc tout ce qui est vaisselle qui se cogne, ces choses-là, le vent qui rehausse la voix, des appareils qui vont détecter si les gens sont en mouvement ou assis pour que les micros s'orientent. C'est là où on est rendu maintenant. Des appareils qui vont également, il y a certains appareils qui s'en viennent dans les prochaines générations où on va pouvoir évaluer individuellement, vraiment personnaliser les problèmes d'écoute dans le bruit, puis ensuite dire à l'appareil comment on veut qu'elle s'active pour vraiment personnaliser les réducteurs de bruit puis les fonctions automatiques des appareils aux besoins de chaque personne. Donc, c'est vraiment rendu des belles petites machines, des ordinateurs où il y a des centaines d'ajustements parfois pour personnaliser vraiment ce que chaque personne a besoin. Donc, ça évolue très, très, très rapidement. Un autre truc qui est le fun aussi, qui me vient en tête, puis après ça, je passe aux organismes payeurs, mais tout ce qui est appareil connectable, tout à l'heure avec la connectivité, ben, dans les téléphones cellulaires, si les gens ont un téléphone cellulaire, on peut avoir des applications aussi pour contrôler les appareils. Puis là, à ce moment-là, ben, on a accès à un paquet de réglages aussi, si on veut. Si on est curieux, ce n'est pas fait pour tout le monde, mais si les gens veulent modifier les réglages des appareils, c'est des choses aussi que les gens vont avoir maintenant accès à travers les applications qui sont gratuites, évidemment, à travers le téléphone intelligent. Plusieurs organismes qui peuvent aider au niveau de l'achat d'appareils. Le classique au Québec, c'est la Régie de l'assurance maladie. C'est pas le pire programme qu'on a, c'est pas le meilleur. Je pense qu'il y a place à amélioration. Il y a, petite parenthèse en ce moment, si vous allez sur un moteur de recherche X de votre choix, Google et compagnie, si vous tapez Régie de l'assurance maladie, aide auditive, sondage, la régie, c'est la première fois que moi je vois ça en 20 ans, la régie fait un sondage, donc demande l'opinion des gens sur comment améliorer le programme des aides auditives. Et je vous explique un peu où c'est étrange comme programme. Au Québec, il faut avoir une perte de 35 décibels aux deux oreilles pour qu'ensuite la régie paye un appareil pour tout le monde à tous les 6 ans. C'est un petit peu étrange. La régie va payer deux appareils, dans certains cas, travailleurs, étudiants ou personnes avec qu'on appelle une surdicécité, donc basse vision, ou légalement aveugle, qu'on appelle aussi. Et la régie, à ce moment-là, va payer deux appareils. Mais la personne retraitée a droit à un seul appareil, mais la perte doit être de chaque côté. Donc, il y a comme un. C'est pas logique. Puis si la personne travaille, a deux appareils, mais prend sa retraite, là, la régie va prendre à sa charge un seul appareil. Donc, il faut choisir avec le patient, la prochaine rencontre qu'on va avoir avec eux, quelle oreille on veut prendre à charge de la régie et quelle oreille la personne va prendre à sa charge. C'est un peu étrange comme système. Je comprends que la régie a un budget à gérer au niveau des aides auditives, mais c'est quelque chose qu'on demande, nous, d'améliorer là, notre ordre professionnel parce que ça fait pas de sens et ça pénalise les gens qui, à la retraite, généralement, ont moins de revenus. Puis là, c'est à ce moment-là que les gens à la retraite se retrouvent à devoir acheter un appareil parce que la régie en couvre juste ça. Un non-sens. Mais c'est pas le pire. Au Nouveau-Brunswick, en Alberta, ils ne payent rien. Donc, pour les adultes. Au Québec, on a déjà au moins un appareil de couverte, mais je pense qu'on peut toujours s'améliorer dans la vie, puis c'est quelque chose qu'on milite depuis longtemps, longtemps à améliorer avec la régie. Les surdités professionnelles, on en a beaucoup, malheureusement encore. Des gens qui ont travaillé des années pendant des années dans des usines ou camionneurs ou même des professeurs d'éducation physique ou de musique, on en a eu aussi qui sont indemnisés par la CSST, la CNESST maintenant, désolé. Puis on appelle ça une surdité professionnelle et ces gens-là vont être indemnisés pour le restant de leur jour, deux appareils, tous les produits d'entretien, etc., sont couverts.
tout comme les anciens combattants avec la Croix-Bleue qui vont couvrir aussi pour 2 appareils à tous les 4 ans. Beaucoup d'assurances vont avoir une couverture au niveau de leur programme d'aide auditive. Canada Vie maintenant pour la NRF, les retraités fédéraux et également ceux qui travaillent encore. C'est beaucoup mieux que c'était. Je sais qu'il y a eu beaucoup de défis au début, en juillet dernier, quand tout ça est arrivé. De notre côté aussi, puis je peux juste imaginer les gens qui ont eu des difficultés au niveau de leur réclamation. C'est mieux que c'était, du moins, et je parle de mon côté pour les aides auditives au niveau de la réclamation, c'est beaucoup moins compliqué que c'était. Je pense que le Canada Vie a été un peu surpris là, de la quantité de réclamations de travail qu'il y avait. Ça roulait assez rondement avec Sun Life avant. Ça va mieux que c'était. Donc, la Canada Vie accroche encore sur certains petits détails au niveau des recommandations, etc. Mais c'est bien. C'est une excellente couverture au niveau des aides auditives. Je ne connais pas les autres, là, les bénévoles, Desjardins, etc. Mais Canada Vie étant ce qui a suivi Sun Life, il y a eu des belles améliorations. Donc, Sun Life était jadis à 1 000 80 de 1 000 à tous les 5 ans. À vrai dire, je peux aller à la diapo suivante, on l'explique. Et maintenant, Canada Vie est à 1 500 à tous les 5 ans, toujours 80 évidemment. Et ça, c'est pour le montant des aides auditives que vous achetez. Ce n'est pas par oreille. Sun Life ne payait pas pour les batteries. Canada Vie va donner jusqu'à 200 de piles par année. Fait que ça, c'est super intéressant de ce côté-là aussi. Et les services en audiologie, que ce soit pour suivi pour acouphènes ou initialement une évaluation auditive complète initiale, c'est un énorme montant. Un test d'audition au privé, ça joue entre 90 et 100 dollars. Puis là, on a 750 de couverture au niveau des services d'audiologie. C'est fantastique. Donc, il n'y a pas de crainte à ce niveau-là pour les tests d'audition. Vous pouvez toujours le faire aussi à l'hôpital. Dans la région, ici à Hull, c'est un 4 à 6 mois, puis à Gatineau, c'est 6 à 9 mois à peu près de délai. C'est un test qui est gratuit à ce moment-là. Mais au privé, c'est environ 2 semaines au niveau du délai pour un audiogramme. C'est un bon programme. Je comprends que par contre, il y a des défis au niveau des réclamations. Sun Life a été là tellement longtemps que ça roulait assez rondement. Je pense que Canada Vie va trouver un peu son air d'aller aussi, puis va améliorer leur procédure. Mais c'est déjà beaucoup, beaucoup mieux que c'était là, où on avait des refus cet été au niveau du paiement des appareils parce qu'ils demandaient que la RAMQ paye plutôt que eux. Puis enfin, on leur a expliqué un peu le programme de la Régie de l'assurance maladie, puis que ça ne couvre pas tout et ça couvre certains types d'appareils, certaines technologies. Puis se sont ajustés également de ce côté-là. Les bénéfices qu'on a avec la NRF aussi, c'est avec tous nos partenaires, c'est ce qu'on appelle le programme Maestro. Le programme Maestro, ça parle des dépistages auditifs sans frais. Évidemment, quelqu'un qui est curieux de savoir si il y a une baisse au niveau de l'audition. Tout à l'heure, j'en parlais du dépistage. C'est des tests qu'on va faire ici en bureau, pas en cabine. C'est gratuit. Donc, c'est un test, je dirais, c'est comme un test d'audition sommaire et rapide où on va tester 4-5 fréquences de chaque côté. Puis, on va voir par rapport à la normale s'il y a une perte et si ça vaut la peine d'enclencher des démarches avec l'audiologiste. Donc, c'est ce qu'on appelle un dépistage. Il va y avoir des réductions aussi au niveau d'accessoires ou de produits que les gens peuvent avoir à acheter pour les appareils, que ce soit des produits d'entretien, des batteries ou par exemple, un système pour écouter la télévision à travers les appareils ou avec des écouteurs. Il va y avoir des rabais là-dessus. Ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment au niveau de si on achète un appareil, on va avoir 150 de rabais en produits, 225 si on achète 2 appareils. Et ce n'est pas un rabais, par contre, petite mention qu'on peut appliquer sur le prix de l'appareil, c'est un rabais qu'on doit appliquer en produits ou en accessoires. Légalement, de par nos codes de déontologie, c'est comme ça qu'on doit le faire. Puis on va avoir aussi 300 sur un appareil rechargeable, sur 2 appareils rechargeables plutôt, parce que, évidemment, la majorité du 150 ou 225, les gens les prennent en batterie. C'est ça qu'on a utilisé plus souvent si on a des appareils à pile régulière. Tandis qu'en rechargeable, ce ne sera pas des batteries. On va aller vers plus un accessoire, exemple pour la télé ou le téléphone, etc.
C'est un truc intéressant aussi au Québec qui est nouveau, ben nouveau, qui date de mai 2018. Pour les gens de 70 ans et plus, il y a ce qu'on appelle un crédit d'impôt remboursable. Donc, qu'on paye ou pas de l'impôt, c'est l'aspect remboursable, c'est que c'est bon pour tout le monde. Et la régie, je m'excuse, Revenu Québec va rembourser sur l'achat d'un appareil 20 ou de deux appareils, peu importe, là, mais ça fait partie d'un lot d'accessoires. En fait, c'est une loi qui avait passé en mai 2018 qui, je vais essayer de vous le redire comme c'est écrit, là, mais qui va promouvoir le maintien et l'autonomie à domicile. Donc, que ce soit l'achat d'un triporteur, une rampe électrique dans la maison, les aides auditives font partie de ce lot d'équipements-là que si les gens se procurent. Pour quelqu'un de 70 ans et plus, on va avoir un 20 qui est remboursé. C'est ça, c'est quand on fait les rapports d'impôt l'année suivante, évidemment. Ça peut être intéressant définitivement parce que un appareil va jouer entre 1800, 1900 et 4000 dollars par appareil. Donc, un 20 va être parfois presque 1500 dollars qu'on va aller récupérer, en plus de Canada Vie, bien sûr. C'est ce qui conclut ma présentation. Je suis libre, évidemment, pour vos questions si vous en aviez. Je ne sais pas si vous en aviez d'accumuler de votre côté. N'hésitez pas, M. Larouche est là pour vous, là. Si vous avez des questions, levez la main. Non, c'était trop bien expliqué. Ça, c'était tellement complet. C'est ça. Écoutez, ben dans ce cas-là, s'il y a personne qui n'a pas de questions, je vais quand même vous demander de bien vouloir, je vais vous le mettre encore là, remplir le questionnaire parce que pour nous, c'est très important. Comme je vous dis, c'est les choix des visioconférences sont toujours en référence à ce que vous nous adressez. Ben, on va remercier M. Laroche parce que je pense que c'était une excellente présentation. Vous nous avez vraiment informés non seulement sur l'audition, mais aussi sur les couvertures. Mhm. Parce que je pense que ça, c'est vraiment intéressant pour nous de savoir, bon, comment Canada Vie gère ça. Oui. Et puis surtout, ben, écoutez, les crédits d'impôt, tout ce que vous nous avez expliqué, puis bon, toutes les sortes de services qui sont offerts pour les personnes qui veulent avoir soit un dépistage ou voir un examen et tout ça. Je ne sais pas, vous n'avez pas d'autres questions. Est-ce que vous avez vos coordonnées au cas où que les gens aimeraient vous contacter? Ben oui, ça serait j'aurais dû ajouter, j'en prends note, puis je vais ajouter ça à la fin, dans peut-être Oui, la diapositive au niveau des questions. Il y a toujours le site sur le groupe Forget où vous pouvez mhm. rentrer vos coordonnées, puis ça va vous diriger au bureau le plus près. Puis ça s'en va aussi à notre, au siège social, à notre, bon, je veux dire le centre d'appel, là, mais il y a quelqu'un qui communique avec vous puis qui va vous diriger aussi vers le bureau le plus près. Parfois, dans la région est grande ici, hein, fait qu'on a des bureaux à Buckingham et à Charville, Gatineau-Elmer, mais si les gens habitent parfois même près de Mont-Laurier, ben ça peut être dirigé aussi différemment. Donc, moi, je pense que le plus facile, c'est via le site Internet. Sinon, évidemment, si vous allez sur n'importe quel moteur de recherche puis vous tapez Groupe Forget, ça devrait également vous trouver le bureau le plus près de chez C'est vous. ça, on peut vous retrouver. Ben, sur ça, on va vous laisser, mes chers Euh, membres. Merci euh, beaucoup d'être là et c'est le fun de vous avoir avec nous. OK? J'aurais une question juste avant de Oui, partir, c'est pour M. Laroche, là. Il parlait d'accord. à un moment donné de tests de dépistage sommaire dans le bureau, je pense, là, Oui. qui n'est pas en cabine. Est-ce que ce serait préférable de faire un test en cabine sur un autre fournisseur puis apporter nos résultats ou comment ça fonctionne dans ce cas-là? Ben, le dépistage va être vraiment fait comme une première rencontre pour voir s'il y a une perte ou pas. Est-ce que ça vaut la peine d'aller faire un test en cabine?
ou de vous référer, que ce soit au privé ou à l'hôpital, peu importe. Mais le dépistage, il y a des gens que je vois depuis 6 ans en dépistage à toutes les années ou à tous les 2 ans. Puis on regarde l'évolution pour voir est-ce que ça change ou pas. Mais quelqu'un qui a une curiosité, qui veut savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui commence à se produire au niveau de l'audition, mais qui ne veut pas soit débourser 100 $ pour le test au privé ou attendre 6 mois à l'hôpital, ben, le dépistage, c'est comme une porte d'entrée, si on veut. Mais par la suite, c'est sûr et certain que si on a à faire des démarches pour des aides auditives, on doit légalement avoir un test d'audition complet de l'audiologiste de moins de 12 mois pour appareiller quelqu'un. Donc, le dépistage avec nous, légalement, n'est pas valide pour un appareillage. OK, vous avez répondu à une autre question que j'avais, là, c'était quoi la période de validité de ces tests d'audition-là? Vous dites que c'est 12 mois, c'est ça? Exactement, oui. OK, c'est parce que j'avais déjà eu un test de 5 ans où c'est démontré qu'il y avait une petite faiblesse dans une certaine bande de fréquence. Oui. Mais moi, je ne vois pas la différence, mais mon épouse, elle me dit tout le temps que j'entends. Ça commence comme ça. C'est sûr que si vous avez les résultats de ce test-là, puis vous voulez qu'on fasse un dépistage ensuite, on peut définitivement voir facilement s'il y a eu un changement, on va le dire comme ça. OK, bien, c'est ça, je ferai faire une autre évaluation à ce moment-là. Je vous remercie Oui, beaucoup. super. Alors,